de la balance azote libre de la fermentation alcoolique est le titre non officiel, mais c'est l'azote, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'effectivement, un peu comme le dire Madame Colas, mais vous allez voir qu'il y a certains des messages qu'elle a dit et que je vais reprendre, exprimer de manière un peu différente, mais ils sont assez redondants et ce qui est finalement assez rassurant qu'avec des études faites en Champagne et à Montpellier, c'est quand même un peu normal qu'on trouve les mêmes choses et c'est très rassurant. Donc effectivement, on a beaucoup communiqué sur le nutriment azoté au cours de la fermentation. C'est effectivement très important. Mais vous allez voir qu'en fait, il faut aussi gérer les nutriments lipidiques et en particulier l'apport de ces lipides via les bourbes. En fait. Donc en fait, ça a été déjà dit par Madame Colas, mais donc l'azote, il a un impact direct sur la cinétique fermentée, l'énergie nécessaire au contrôle de la fermentation. Plus vous avez une fermentation, à un certain moment, il va falloir fournir de l'énergie pour refroidir la cuve. On va aussi le voir, c'est un impact direct sur la teneur en arôme, mais surtout faire un ajout d'azote parce que je suis en carence d'azote. Il faut s'assurer que c'est bien ce nutriment qui est limitant. Sinon, du coup, cet azote, il va pas être efficace du tout. Il va être, au contraire, il va déséquilibrer le ratio azote-lipide et ça va être contre-productif. C'est qui est le cas, et là aussi, ça a été dit par Madame Colas. Dans le cas où les mous sont très fortement clarifiés, l'élément limitant, c'est plus l'azote, c'est les stérol, c'est-à-dire la teneur en contenu dans les bourbes, et ça peut créer des gros problèmes en fait. Donc quand on a un mou ultra clarifié, donc il y a l'effet physique dont parlait Matt. Il y a aussi finalement l'effet nutritionnel qui va entraîner une hausse relativement significative de l'acide acétique, une chute de la viabilité, une augmentation très conséquente de la durée de fermentation qui peut aller à l'arrêt de fermentation et à la présence de sucre résiduel relativement élevé, ce qui peut évidemment poser problème. Donc du coup, comme on le voit ici sur cette peau, donc vous voyez, j'ai comparé en fait deux situations biologiques très différentes. Une situation dans les deux cas dans lequel j'ai des mous très clarifiés et dans lequel en bleu j'ai une teneur en azote et en orange une teneur faible en azote. Et qu'effectivement en bleu, alors ici c'est des sucres résiduels pour être la densité chute très vite en fait, donc du coup la fermentation démarre de manière très efficace. Mais par contre elle s'arrête aussi très vite, il me reste quasiment de sucre résiduel, ce qui est évidemment pas souhaitable. À l'inverse, quand j'ai peu de stérol mais peu d'azote, finalement le nutriment limitant c'est l'azote et pas les lipides. Alors la fermentation va doucement, mais elle finit en fait. Pourquoi elle finit? Parce qu'en fait, j'arrive à maintenir une bonne viabilité tout au long de la fermentation, aux alentours de 80% jusqu'à la fin, alors que quand j'étais en limitation de stérol, un mou des coups d'azote fortement débourbé avec beaucoup d'azote, il y a une viabilité qui s'effondre, qui atteint 0 avant que le sucre ait été entièrement consommé. Donc vraiment, quand on est en carence de lipides ou d'azote, parce que je me dis je suis en dessous d'une certaine valeur, il faut que j'en mette plus, et vous avez raison, faites attention que le mou soit pas ultra débourbé, sinon c'est vraiment contre-productif. Donc c'est vraiment voilà le rôle des lipides fermentation, ça a été ils sont apportés, donc ils sont nécessaires à l'assimilation de l'azote par la levure et ils permettent de résister au stress éthanol. Donc il y a vraiment c'est un nutriment très important. Il faut même si il faut éviter de déborder de manière trop importante, surtout parce que quand on a beaucoup d'azote. Et plus cet azote initial va être important, il va avoir besoin de lipides et donc il va falloir que je débourbe de manière un peu moins importante. C'est-à-dire que beaucoup d'azote, il va falloir que j'ai une de bourbe relativement importante. Alors pas non plus trop, sinon vous allez tomber sur les arômes végétaux, mais il faut quand même en avoir suffisamment. Donc c'est vraiment très important de ne pas être en lipides. Donc vous avez un essai qu'on avait fait, on le voit ici en fait, qui avait 400 mg d'azote. En fait, il a fallu qu'on augmente de manière significative la teneur en lipides pour pouvoir consommer, être dans la zone sécurisée dans laquelle on est limité par l'azote et pas par les lipides. Donc c'est vraiment très important. Alors qu'à l'inverse, nous qui a 210 mg, je suis en zone limite. Je suis limité par l'azote dès le départ, même quand
très très peu de lipides. Donc vous voyez bien qu'il y a une gestion de l'azote et des lipides. On ne peut pas dire je gère que les lipides ou que l'azote. C'est vraiment deux qui sont en interaction l'un avec l'autre. Et complexifier les choses, il n'y a pas de corrélation simple entre les milligrammes de phytostérol et la turbidité en fait. C'est une mesure qui est facilement disponible, qui est facile à faire, mais malgré tout, elle dépend du cépage, elle va dépendre de la manière dont vous avez trituré votre vendange d'une certaine façon, c'est-à-dire la manière dont le pressurage a été fait, dont les manipulations ont été faites, et d'une année à l'autre et d'une parcelle à l'autre, je peux avoir 150 DU, avoir une teneur en phytostérol qui peut être assez différente d'une parcelle à l'autre. Donc là aussi, il n'y a pas de vérité absolue en disant là, c'est forcément un juge de paix important. Il faut 150 TNTU dans un cas, ça peut être très satisfaisant et un peu moins satisfaisant dans l'autre. Donc là, il faut vous faire votre propre expli. Donc je suis en carence de lipides parce que j'ai très fortement tombé. Je suis tombé, comme on disait tout à l'heure, à 40-50 NTU. Donc je suis un peu, donc il faut que je fasse attention à pas être plus bas que ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je rajoute des bourbes, donc je fais un apport de phytostérol. Ça a un impact direct, comme on le voit ici, sur la vitesse maximale de fermentation. Ça accélère la fermentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on le voit sur cette courbe ici, quand j'apporte des stérols, donc j'apporte des bourbes, meilleure assimilation de l'azote, et comme l'azote, je vais avoir un nombre de cellules plus important, et parce que j'ai un nombre de cellules plus important, l'alimentation va aller plus vite. De la même façon, je vais augmenter, vous voyez que quand j'ai ici importante en stérol, j'ai une viabilité qui reste très importante. Quand j'avais très peu de stérol, un ou voire même phytostérol, cette fois-ci, j'avais Donc du coup, il faut être en dessous, trop en dessous de 150 mg, fermentation lente. Alors elle finit, hein, on l'a vu tout à l'heure, à des teneurs faibles en azote, la fermentation finit, mais elle peut longtemps. Et si j'ai une rotation de cuve à faire pendant les vendanges, c'est pas forcément l'idée. Quand je suis dans la zone entre 150 et 400 mg d'azote, je suis dans une standard, je dois faire attention de maturité, mais en général, je suis par l'azote, et donc la totalité de l'azote va être consommée et la fermentation
va te passer de manière, encore une fois, si je maîtrise bien ma turbidité. Et au-dessous de 400, ce qui arrive quand même de moins en moins avec les réchauffements climatiques, mais malgré tout, si vous faites un ajout systématique initial à la fermentation, ça peut arriver. Il risque d'y avoir de l'azote résiduel. En fait, ça peut poser problème en fin de fermentation pour l'implantation de différentes levures contaminantes ou de bactéries contaminantes. Parce qu'en fait, en général, les levures n'ont pas la capacité de consommer plus de 400, 410, 420 mg d'azote assimilable. Au-delà, pour certaines levures, ça peut être compliqué d'assimiler la totalité de cet azote. Donc, on revient sur des choses qui n'ont un peu plus connues, c'est-à-dire quelles sont quand je suis en limitation je viens limité par l'azote et j'ai suffisamment de lipides en solution, qu'est-ce qui se passe en termes de quelles sont les conséquences d'un ajout d'azote initial réduit de manière très significative à la durée d'adaptation. Vous voyez ici sur cette courbe, il y a une augmentation instantanée de la demande en frigorie. Simplement, la fermentation va plus vite. Ici, je représente la vitesse de fermentation que quand je suis à 130 donc milligrammes d'azote au départ, j'ai vraiment une vitesse, une fermentation de temps, mais comme elle dure très peu longtemps, elle est très active, donc une production de chantané qui est très forte, et en fonction du dimensionnement de votre groupe froid, ça peut pour maintenir la température entre 18 et 20 degrés, recommandé Madame Colas tout à l'heure. Donc faites attention qu'effectivement, je choisis de faire il faut que mon groupe froid soit suffisamment efficace et bien dimensionné. Et ensuite, quelque chose qui est important, c'est que du coup, en fonction de la zone où je suis, un ajout d'azote ne va pas avoir la même efficacité, pas conduire à la même vitesse. Vous voyez qu'ici, quand je passe de 70 à 150, j'ai vraiment une hausse très forte, entre 250 très plus modéré. Effectivement, ça sollicite un peu moins mon groupe froid malgré tout. Enfin, une solution en fait pour éviter ce fameux pic de frigorie, c'est de faire, encore comme le disait Madame Colas, un ajout d'azote, fermentation et non pas au départ. En effet, c'est il y a quelques années que quand je fais un ajout d'azote, qui soit au départ ou en combustion, je réduis de 38% par rapport sans ajout, mais j'ai la même performance en fait, quel que soit ce qui a été fait au T0 ou à mi-fermentation, j'ai la même efficacité. Par contre, quand je fais un ajout initial, j'ai un pic de 41% d'augmentation très forte, alors que quand je fais cet ajout au milieu, j'ai une reprise de l'activité fermentaire parce que je réactive les transporteurs des protéines qui transportent. Je divise par 2 mon frigorie, donc j'ai toujours la même consommation d'énergie, je paye la même facture à EDF, mais par contre, je n'ai pas ce pic ici, et donc je sollicite un peu moins mon groupe froid, et même s'il est un peu plus petit, il va pouvoir réguler la température entre 18 et 20 degrés tout au long de la fermentation. L'impact de la teneur initiale sur les arômes, on voit que sur les alcools supérieurs, il y a une dose optimale entre 200 et 250 et au-delà de cette diminution de la production d'alcool supérieur, ce qui est pas forcément gênant, c'est pas forcément des choses qui sont très intéressantes d'un point de vue aromatique. À l'inverse, plus je veux ma teneur en azote et plus mes concentrations finales en ester, les esters d'acétate qui sont impliqués dans le vont augmenter, donc ça c'est relativement intéressant. Et donc plus récemment, on s'est interrogé sur les conséquences d'un ajout d'azote, non pas au départ, mais en fermentation, quel impact ça a. Donc c'est une étude qui a été faite en lien avec la société L'Allemand. Donc on a le contrôle en bleu, une formulation qui était en test d'azote organique, l'ajout d'ammonium. Vous voyez qu'en fait, quand je fais un ajout, donc l'ajout a été fait à peu près à mi-fermentation, il se passe strictement rien. Les alcools supérieurs, leur production reste inchangée et l'impact sur les esters d'éthyle, il reste relativement limité. À l'inverse, quand je fais un ajout d'azote sur l'acétate, l'acétate d'isoamyle ici, donc le fameux arôme de banane en fait, quand je fais mon ajout initial, j'ai bien une reprise une synthèse plus importante.
L'inaltération de synthèse est plus importante quand j'ajoute de l'azote organique. Par contre, quand je fais cet ajout à mi-fermentation, là aussi une reprise de la synthèse et une accélération de cette synthèse, mais les concentrations finales sont à celles que j'aurais obtenues si j'avais fait le même ajout en début de fermentation. Donc vraiment, on a un effet du timing de l'ajout qui est vraiment très important. J'ajoute la même quantité, j'ai une efficacité, je suis presque à double quantité d'ester que j'ai fait à la fin, donc c'est quand même très efficace. Ça, on a réussi à montrer que c'est un phénomène génétique parce qu'en fait, là, va activer la transcription des gènes qui sont responsables de l'enzyme, enfin, pour l'enzyme qui est responsable de la conversion des alcools supérieurs en ester. Donc, génétique, on l'a montré sur plusieurs levures, donc ça a l'air assez général. Et vraiment, il y a en termes d'efficacité, dans l'ajout en phase plus efficace qu'un ajout initial, l'ajout d'azote organique est légèrement plus efficace qu'un ajout d'azote minéral. Voilà. Et ensuite, on s'est posé la question de savoir finalement, est-ce que quand je suis en limitation d'azote, quelle que soit ma teneur initiale en stérol ou en tout cas, quelle que soit ma turbidité, est-ce que j'ai la même production d'ester d'acétate et d'ester d'éthyle? En fait, ça dépend de la teneur initiale en azote. Quand j'ai peu d'azote, en fait, ici, je suis vraiment à des teneurs très faibles en azote, un MS70, j'ai 2 ou 8 millistérol au départ, donc une turbidité plutôt faible, une turbidité plutôt élevée, j'ai à peu près la même production. Parce que quand je suis à 3 des teneurs plus élevées en azote, je vois que quand je suis à 8 mg, donc à une teneur relativement importante en stérol, donc turbidité élevée, voir une production plus faible d'ester d'acétate et plus faible d'ester d'éthyle. Donc vraiment, quand je vais avoir des teneurs importantes en azote, comme c'est le cas en général en champagne, pensez à, effectivement, il faut qu'il y ait suffisamment de bourbe pour que la fermentation se passe bien, trop non plus, sinon votre potentiel aromatique va être un peu plus faible. Et encore une fois, c'est une gestion raisonnée de l'air en lipides aux concentrations en azote. Je suis en train de dire que il faut vraiment, enfin, c'est à vous de trouver le bon équilibre. Voilà, moi je suis pas œnologue, j'ai jamais eu la prétention de l'être, je fabrique pas du vin, donc encore une fois, c'est juste vous mettre en garde et après c'est à vous d'adapter votre stratégie pour un qui vous intéresse. Donc, si on est d'arriver un peu à la conclusion et finalement un peu un logigramme, enfin, pas de bonne pratique, mais en tout cas, conseil à viser pour dire présentation, c'est d'abord vérifier que vous avez ça rejoint les conseils qui étaient donnés par Madame Collas, c'est-à-dire que si votre teneur en azote est inférieure à 150 mg d'azote assimilable, qui correspond à peu près 70 mg dont parlait Madame Collas en termes d'azote minéral, il semble nécessaire de faire quand même un ajout d'azote à T0 pour avoir suffisamment de levure et que la fermentation ne soit pas trop lente non plus. Par contre, si vous êtes au-dessus de 150, de faire un ajout, vous pouvez continuer à travailler. Ensuite, se pose vraiment la question, j'ai insisté très lourdement et je vais continuer, de dire je suis un azote limitant, sous-entendu, est-ce que j'ai moins de bourbe? Si c'est le cas, pas de problème. Si par contre vous avez débourbé de manière significative, il faut faire attention parce qu'il faut que le ratio azote-lipide soit grand. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la levure que vous utilisez, ça dépend de la teneur en sucre également. Plus sucre, plus finalement l'azote-lipide risque d'être embêtant pour bien finir la fermentation. Donc là aussi, pensez à bien ajuster votre turbidité si vous avez, pour être sûr d'être limitant. Et ensuite, si vraiment j'ai un risque d'arrêt important, alors là, c'est surtout dans le cas où j'ai une teneur en sucre très faible, peut être important de faire un ajout d'oxygène pour permettre de mener la fermentation de manière sereine. En fait. Donc l'idéal, c'est vraiment de se placer dans une situation où l'azote est limitant et dans l'azote où il va être épuisé, il n'y a pas dans lequel il n'y a pas d'azote à la fin de ma fermentation. Donc la deuxième partie de ma conclusion, c'est vraiment sur la nécessité d'une gestion coordonnée de l'azote vide. Il ne suffit pas gérer l'azote et de se dire quel que soit il faut vraiment avoir une
cogestion de nutriments. C'est important de ne pas être en carence lipidique pour maintenir une bonne viabilité, éviter les arrêts de fermentation. C'est aussi important d'avoir une gestion coordonnée de l'azote et des lipides pour optimiser vos teneurs en arôme. Et là, c'est à vous de trouver le bon ratio de FEST pour voir comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a que vous qui connaissez la cible aromatique qui intéresse vos clients et le style de vin que vous voulez faire. Donc, il y a vraiment un compromis à trouver entre la cinétique fermentaire, les arômes et l'énergie. Faire une fermentation qui va très vite, c'est possible. Il faut mettre beaucoup d'azote et travailler à température. Mais sur les arômes, ça c'est pas forcément souhaitable puisque vous risquez de perdre pas mal d'arômes par évaporation. Donc ça, c'est encore une fois vraiment, j'ai pas de conseils à donner. C'est vraiment un compromis à trouver. Et le compromis, il est également à définir, et ça c'est spécifique à chaque entreprise, puisque ça dépend du vin que vous souhaitez faire. Ayez juste à l'esprit qu'en fait, ça va être très bénéfique. Ça va permettre de produire et de réduire fortement le temps de fermentation. Donc, a priori, c'est très, très séduisant, mais ça augmente la dose instantanée en frigorie. Donc, du coup, il faut vraiment être certain que le groupe est bien dimensionné, qu'il est capable de gérer toutes les cuves si le pic de fermentation et que j'ai pas une dérive parce que j'ai une demande énergétique au même moment. Et aussi, se dire, on vient de voir que si j'ai une faible turbidité, je produis plus d'ester, donc a priori c'est plus important pour avoir des vins fruités, mais ça augmente très fortement le de fermentation le temps, voire de fermentation, et le risque d'avoir des teneurs importantes en acide acétique. Donc là aussi, il faut trouver le bon curseur. Et comme je le disais modestement, je suis vraiment pas œnologue, c'est pas moi qui vend du champagne, je vends pas. Donc c'est à vous de trouver, juste là pour donner quelques infos et quelques indications, quoi. Donc voilà, je voudrais terminer cette présentation en donc tous mes collègues de l'UMRS en Montpellier, mes collègues de l'INRA à Pêche Rouge qui ont participé également à ces travaux, mes collègues de l'UMR Mistéa puisqu'ils nous ont réalisé l'analyse statistique et la compréhension qu'on a obtenu, l'Europe et la région Occitanie pour le financement des différents équipements de fermentation, les sociétés de l'allemand et Chandon qui ont financé une partie des travaux que j'ai présentés aujourd'hui, et vous tous pour votre travail. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Voilà. Très bien, parfait, merci beaucoup. Alors, on a justement une question de Monique Laurent. Donc, pourriez-vous nous donner la quantité d'ergotérol et de phytostérol? Alors, j'adorerais vous la donner en fait, mais je peux pas vous la donner parce qu'en fait, on a une étude en cours dans laquelle on se rend compte que ça dépend des souches en fait. Il y a une vraie, un peu comme on a une demande en azote qui est très différente. Les vendeurs de levure vous vendent des souches qui ont des levures importantes, qui ont un besoin important en azote. Là aussi, on s'est rendu compte, on a fait un test sur une trentaine de levures en fait, et on s'est rendu compte que la demande en stérol et la résistance des levures, quand je suis en carence de stérol, il y en a qui survivent bien, il y en a qui survivent moins bien. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué de vous donner des recommandations, si ce n'est de dire, en général, il faudrait être au-dessus de 3 mg de phytostérol. Mais après, encore une fois, comme il n'y a pas de relation directe entre les stérols et les bourbes, c'est compliqué de donner un travail très très précis, quoi. Voilà, donc on peut en rediscuter si vous voulez, mais voilà, il n'y a pas. En fait, c'est un champ d'exploration. On a beaucoup travaillé sur l'azote, je le disais. Maintenant, on retravaille de manière un peu plus intensive sur les stérols, mais on est au début, donc on n'est pas encore. Voilà, les bornes qui sont bien établies, et je suis ravi de voir que mes bornes correspondent à celles de Madame Colas. Donc a priori sur l'azote, on est à peu près d'accord. Sur les stérols, mais il va falloir qu'on les établisse, et dans quelques années, j'espère pouvoir donner une réponse plus claire que celle que je fais aujourd'hui.